bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Une proposition d'une vision de la démocratie qui plonge ses racines pour émerger avec une personnalité propre et non empruntée. C'est l'objet du livre que je vous propose ce soir. Son auteur, Paul Bassolé, alias Paul Bigué-Bassolé, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Kino. Merci de répondre à notre invitation. Comme un bijou précieux dans son écrin, la démocratie a un caractère universel. Cependant, parce qu'elle naît dans une histoire, une sociologie, une psychologie sociale, elle suppose donc un contenant qui, lui, est culturel. Et à preuve, en se rendant de la démocratie, les grandes nations européennes, après avoir toutes été des monarchies absolues de droit divin, ont chacune réinventé la roue, dont la première construction est due à l'Angleterre, et sauf à croire que les Africains n'ont pas eu d'histoire qu'à partir de leur contact avec les Européens. C'est un peu ce qui vous a tiqué et qui vous a amené à écrire votre ouvrage que je présente, L'Afrique subsaharienne, du naufrage collectif à la renaissance par la démocratie consensuelle. Oui. Il est tout à fait aberrant de transposer en Afrique des institutions qui ne sont pas le produit de son histoire. Parce que les institutions sont le produit d'une histoire, d'une sociologie et même d'une psychologie sociale. Qu'avons-nous de commun avec la France, dont nous avons hérité le modèle, pour transposer chez nous rigoureusement ces institutions? Donc, je crois que l'une des erreurs fondamentales qui ont été commises, c'était de transposer l'idée de l'État jacobin en Afrique. Bon, c'était dans l'ordre des choses, remarquez, parce que la colonisation était assimilationniste. Donc les institutions françaises devaient automatiquement être reproduites dans les colonies. Mais une fois que nous prétendons ne plus en être, nous devions, en toute indépendance d'esprit, revoir et même, je dirais, déconstruire tout ce qui avait été mis en place pour précisément nous assimiler. Tout à fait. On va y arriver, Paul Bassolé. Et l'Afrique subsaharienne, du naufrage collectif à la renaissance par la démocratie consensuelle, c'est d'abord une réflexion qui est contenue en plusieurs axes, mais vous commencez par le deuxième tome, ce qui est quand même anachronique. Tout à fait. Mais pour trois raisons. La première, c'est que lorsque l'imprimerie a réduit le manuscrit au format du livre, il faisait plus de 400 pages. Et 400 pages, c'est plutôt rebutant qu'incitatif à la lecture dans nos pays. Donc, puisque le manuscrit comportait deux parties, le lieu de la division était tout indiqué. Chaque tome prenait un titre différent, mais il y avait un message en filigrane qui parcourait de bout en bout le manuscrit et qui était que nous n'avons pas été créés noirs pour devenir des blancs à la peau noire, blancs entre griffes. Le premier tome explique pourquoi et le second propose comment. Justement, en voulant proposer comment, dans le second tome, vous êtes d'abord allé à un diagnostic. Vous avez analysé les pays africains à l'aune des réflexions historiques, notamment le début des indépendances à aujourd'hui. Pour vous, ça a été un naufrage. Tout à fait. La preuve, c'est qu'en 1990, le président Mitterrand a proposé aux États africains une autre
alternative au développement. Tout ce qui avait été suggéré jusque-là n'était plus valable. Mais en fait, il faut comprendre que le système capitaliste n'a jamais renoncé à un mode d'exploitation que pour un autre encore plus profitable. La colonisation était plus profitable que l'esclavage. La colonisation, le néocolonialisme encore plus profitable que le colonialisme. Mais les Africains n'ont pas compris que toutes ces libertés dans lesquelles qu'on leur concède, ce n'était pas pour les élever au rang de citoyens civilisés dans des états de droit, mais tout simplement pour leur faire desserrer la ceinture, importer sans restriction et consommer sans mesure les biens qui viennent d'ailleurs. L'OMC et les APE, c'est à cela qu'elles servent. C'est tout. Mais là où les libertés arrangent les Occidentaux, ils y sont favorables. Mais les libertés qui les gênent, ça... D'autant plus d'ailleurs que vous dites qu'après avoir accédé à l'indépendance, plusieurs pays africains avaient une indépendance sous contrôle. Oui, tous. Tous ont une indépendance sous contrôle. Parce que l'Afrique a été est comme un filon que les Occidentaux ont découvert et qui ne sont pas disposés à leur laisser filer entre les doigts. Tout simplement. En cela, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'homo economicus, tout simplement, a dû avoir une certaine prééminence dans les affaires politiques, si bien qu'aujourd'hui, il est difficile à l'Africain de pouvoir se sortir de cet ordre mondial. L'histoire de l'Afrique est inédite dans l'histoire de l'humanité. Vous ne trouverez aucun autre peuple qui a été dépossédé de son corps d'abord avec l'esclavage, en partie avec la colonisation, dépossédé ensuite de ses ressources naturelles et enfin par la politique d'assimilation culturelle, l'acculturation, dépossédé de son esprit. Et c'est à ce stade que nous en sommes. La plupart des Africains sont acculturés. Tout à fait. Et si bien que quand on importe des modèles de gestion futile, des modèles démocratiques, ils ne s'adaptent pas. Tout à fait. Ils sont inadaptés. Comment 5% d'une population peut-elle définir un système, disons, un vivre ensemble à l'insu du reste. À l'insu du reste. C'est un non-sens. Ça ne peut pas marcher. Il y a deux sociétés en une en Afrique. Une société des gens instruits et puis une société de ceux qui ne le sont pas. Oui. Vous savez, les moulins à eau. Le moulin à eau, il puise de l'eau en bas, il la monte pour un usage en haut et redescend pour puiser encore. Et disons, l'Afrique aurait dû procéder de la même manière. En bas, c'est notre culture, nos valeurs ancestrales. On puise là-dedans. On les remonte pour ceux qui ont instruit. Ils les enrichissent de ce qu'ils ont appris, qui est positif. Ils le redescendent
après avoir fait un mélange, et en bas, on s'y reconnaît. Paul Bassolé, qu'est-ce qui vous dérange dans cette démocratie représentative en Afrique aujourd'hui, eu égard à l'acculturation que connaissent beaucoup de pays africains? La loi de la majorité est, en temps de paix, ce que la raison du plus fort est en temps de guerre. Tout simplement. Le grand nombre, c'est la force, elle se réduit à une force. 20 personnes, c'est plus fort forcément que 5. Donc, est-ce que c'est parce que vous êtes les plus nombreux à penser la même chose ou parce que vous êtes les plus forts que c'est vous qui avez raison? La vérité n'est pas une question de force ou de nombre. Alors que le consensus, il dit que plus on est autour de la table pour discuter d'un problème, et plus on se donne les chances de trouver la solution. Un psychiatre français, Daniel Zaguri, dit que l'intelligence collective est toujours plus efficace que l'intelligence individuelle. C'est tout. Les partis politiques, chacun se veut le meilleur. Mais la somme des meilleurs est forcément meilleure à chacun de ses meilleurs. Alors pourquoi cette dispersion? Vous ne vous contentez pas juste de dire les choses, mais vous les démontrez avec des schémas, des chiffres. Quand par exemple vous évoquez cette inadaptation de la démocratie représentative eu égard à l'acculturation des pays africains, vous allez plus loin en disant que cela a un coût. Eh oui. Comment voulez-vous appliquer en Afrique, dans un pays comme le Burkina, disons-le, une démocratie à la française avec des ressources tout à fait dérisoires. Aussi loin que les statistiques ont pu remonter dans l'histoire pour dater le produit intérieur brut français, c'est l'an 1600. En l'an 1600, le produit intérieur brut français était de 15 559 US dollars. Or, en 2017, le PIB du Burkina était de 12 et quelques milliards de dollars. Vous imaginez, avec un produit intérieur brut en deçà de ce qu'il était en France en 1600, nous voulons une démocratie du 21e siècle. Quand on sait que le système éducatif, les établissements hospitaliers de référence, souvent manquent même du nécessaire. L'eau, l'électricité sont encore un luxe. Et dans cette première partie de votre ouvrage, où vous analysez un peu ce naufrage des pays africains au lendemain des indépendances à nos jours, vous ne laissez aucun détail, vous prenez l'exemple du Burkina, mais aussi l'exemple de la sous-région comme la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas tant cela qui est assez préoccupant. Vous estimez que pour un changement, il faut un impératif de déconstruction mentale. Absolument. Nous avons été acculturés. Et pour cela, pour déconstruire tout ce qui a été construit, la colonisation, en fait, a comme mis entre parenthèses une histoire. On ne met entre parenthèses qu'une parenthèse qu'on a ouverte. L'Occident n'a pas ouvert, n'a pas, disons, été à l'origine de l'Afrique. Elle ne peut pas fermer une parenthèse qu'il n'a pas ouverte. Donc, si vous observez dans un texte, le signe de fermeture d'une parenthèse, c'est une coquille. Il faut le supprimer.
Par contre, nous savons quand commence la colonisation et quand théoriquement elle finit. C'est cette histoire commune dont on ne peut pas dire qu'elle nous a porté bonheur qu'il faut mettre en parenthèse et retourner là où nous avions laissé notre histoire et renouer avec, prendre des valeurs positives et construire notre société sans bien sûr rejeter ce qui a pu nous être utile par ailleurs. Il n'y a que deux choses que nous avons à apprendre à l'Occident. Ce sont les sciences et les techniques en un tout, parce que ce sont des valeurs universelles. Et les langues, parce qu'elles nous permettent d'échanger, de communiquer. Et d'avoir une certaine ouverture tout sur à le fait. monde. C'est tout. Oui. Pour les valeurs sociétales, nous n'avons strictement rien à envier au monde occidental. Oui. Et maintenant, vous proposez une sorte d'esquisse d'un modèle négro-africain de démocratie. Oui. C'est quand même courageux, c'est audacieux, Paul Bassoulé. Mais c'est une déduction logique. Si on veut faire œuvre de rationalité, nous avons affaire à deux systèmes de valeurs. Que faites-vous? C'est peut-être ma déformation professionnelle de comptable qui m'a suggéré cela. Les comptables savent ce que c'est qu'un état de rapprochement bancaire. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre d'un côté les valeurs de référence de la civilisation négro-africaine d'un côté, de l'autre, celle de la civilisation industrielle. Et maintenant, trier ce qui est positif dans l'un et l'autre des systèmes et rejeter ce qui est, disons, négatif ou un frein. Nous savons, dans notre système consubstantiel traditionnel, l'inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas d'élection. Les chefferies, bon, ils n'étaient pas élus au suffrage, que ce soit indirect ou universel. C'était leur faiblesse. Mais du côté représentatif, leur force, c'est que il y a des élections. Mais là, ce qui est moins bien pour nous, c'est la loi de la majorité. Et ça, c'est un inconvénient. La loi de la majorité, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que vous êtes les plus nombreux à penser la même chose que c'est vous qui avez raison. Donc ça, c'est une faiblesse. Il faut l'abandonner. Sans oublier que vous le démontrez dans le livre à travers un tableau, que les pesanteurs sociopolitiques pèsent souvent sur ces démocraties représentatives. Oui, il y a le problème de l'ethnicisme. C'est un fait. Comme l'égoïsme à l'individu, l'égocentrisme, c'est le pendant pour l'ethnie. Et celui qui n'est pas capable de transcender son ethnie pour tendre vers son idéal, qui est le citoyen, il est frappé d'un handicap. Il peut être corrigé, il doit être corrigé. Et c'est ce défi que nos sociétés doivent relever. Mais là où l'ethnie est un inconvénient, c'est sur le plan politique. On peut en faire une force, parce que potentiellement c'est une richesse sur laquelle on peut s'appuyer sur le plan local pour promouvoir un développement régional. Oui, et vous allez plus loin dans ce modèle de démocratie négro-africaine en proposant la démocratie consensuelle. Et vous rêvez par exemple d'un Burkina Faso qui aurait pu dès le départ prendre l'appellation la Fédération des provinces de Haute-Volta. Oui, parce que le modèle jacobin était totalement inadapté à nos réalités.
l'unitarisme en France a été fait par le fer et par le feu pour qu'ils deviennent un État-nation. Oui, parce que quelque part, leur histoire également l'explique. Tout à fait. Mais nous n'en L'exploitation sommes... de l'homme par l'homme. Exactement. Oui. Nous n'en sommes pas là en Afrique. L'ethnie est une donnée. S'il y a une faiblesse dans un contexte donné, il faut adapter le contexte à cette donnée qu'est l'ethnie. L'exploiter, en tirer ce qu'elle peut donner de meilleur, mais ne pas chercher à la gommer. Sur le plan économique, on peut parfaitement y arriver en réalisant un développement équilibré, harmonieux. Chaque province détient un avantage comparatif qu'il faut mettre en valeur. Chaque province devient, il faut chercher à la rendre autonome sur le plan de la production. Vous avez des besoins, quel potentiel avez-vous à mettre en valeur pour pouvoir satisfaire vos besoins? On en fait des pôles de développement. Voilà. Et vous allez plus loin en essayant de doter cette fédération de structures, mais aussi d'un certain nombre d'organes, parce que pour vous, il ne faut pas un contenant sans un contenu. Tout à fait. Bon, il ne faut pas se refermer sur l'ethnie. L'ouverture, elle va se faire par des ponts qu'on va jeter entre elles à travers, par exemple, les parentés à plaisanterie. Oui, que vous magnifiez assez bien dans votre livre comme étant une passerelle assez louable. Oui, tout à fait. Et on peut, par capillarité, intégrer les autres, puisque l'ami de mon ami est mon ami. Par extension, on peut, disons, couvrir toute l'étendue. Maintenant, au niveau des organes centraux, disons, il y a le Parlement. Ce sont les provinces qui élisent leurs représentants au Parlement et ce sont eux qui vont, disons, élire le chef de l'État au suffrage universel indirect. Parce que le suffrage universel direct en Afrique, dans le contexte actuel, est un non-sens. C'est de la pure et simple démagogie. Et du gaspillage d'argent. Donc, le Parlement est composé de 3 éléments. Vous avez les représentants des provinces. Vous avez les représentants de nos traditions, de nos valeurs traditionnelles. Ce sont les chefferies coutumières, eux qui savent d'où nous venons, pour veiller à ce que ceux qui ont été acculturés ne transforment pas nos sociétés, n'importent pas, ne tentent pas de transformer nos sociétés avec des valeurs qui seraient contraires à nos traditions positives, bien sûr. Et maintenant, la troisième composante, ce serait des juristes issus de toutes les disciplines, constitutionnalistes, civil, pénal, commercial. Bon, ils savent mieux leurs composantes que moi. Eux, ils seront chargés de la mise en forme des projets de loi ou propositions de loi pour qu'ils ne soient pas frappés, par exemple, d'inconstitutionnalité. Voilà. Et c'est tout cet ensemble qui va élire le chef de l'État au suffrage universel indirect. Et dans un pays où on a plus d'une soixantaine de langues, où on a une multitude d'ethnies, comment on peut y arriver? Il faut simplement s'asseoir pour en parler. Et vous verrez que ça n'a rien d'idéaliste. La démocratie représentative, disons, opère du haut vers le bas. La démocratie consensuelle va du bas vers le haut. C'est une autre logique
qui est tout à fait réalisable. A priori, il ne faut jamais dire que bon, c'est impossible. Ce qui est complexe, il faut le simplifier. C'est tout. Et vous allez même dans des détails parler un peu de l'organisation sociale où à l'intérieur de la société vous organisez les jeunes d'un certain âge, les adultes d'un certain âge et les plus de 46 ans. Voilà. Et quelque part pour dire qu'on évolue par promotion. Oui, les jeunes parlent aux jeunes. Si les jeunes parlent entre eux, ils vont mieux se comprendre. Mais il faut créer des passerelles de génération à génération. Donc ces passerelles, ce sont ceux qui sont à la charnière. Donc ils vont chercher auprès des aînés les idées qu'ils peuvent ramener dans leur structure d'origine en partage pour pouvoir, disons, qu'il y ait un dialogue un dialogue intergénérationnel entre tout au long de la chaîne. Oui, et vous vous appuyez sur un peu ce type d'organisation de la société aujourd'hui, la décentralisation et la déconcentration, pour dire qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Tout à fait. Juste pour terminer avec un peu la langue de votre ouvrage, un peu sur le plan de la forme, nous avons pris du plaisir, pour ne pas dire c'était un régal pour nous de vous lire, d'autant plus que la langue que vous utilisez, somme toute une langue soutenue, c'est une langue aussi citoyenne, c'est du français qu'on n'a pas l'habitude de voir ici à cet écrit. Je vous remercie. Et à quand le premier tome finalement? Bon, il faut dire que à compte d'auteur, je ne pouvais pas publier les deux à la fois. Donc, ça dépendra. On sera impatient d'attendre l'apparition de ce premier tome qui certainement nous édifiera à plus d'un titre sur votre proposition d'une démocratie consensuelle, parce que vous estimez que s'instruire de la culture de l'autre enrichit, mais abdiquer son moi appauvrit. Merci Paul Bassoulé d'être venu parler de votre ouvrage L'Afrique subsaharienne du naufrage collectif à la Renaissance par la démocratie consensuelle. C'est moi qui vous remercie, M. Kingo. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.